Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Dans un instant, Guy Carlier, juste avant ça, on revient sur cette cyberattaque de l'hôpital de l'Essonne à Corbeil avec Nicolas Arpagian, qui est directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro, un spécialiste de l'analyse et de la cybermenace, et puis auteur d'un livre, La cybersécurité aux presses universitaires de France. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, il y avait eu cette menace, ce chantage par des hackers russes, je crois. Les pirates ont mis leurs menaces à exécution devant le refus de l'hôpital de Corbeil-Essonnes de céder à la demande de rançon de 10 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qu'ils publient là en ce moment ? Ce sont des données médicales, c'est ça, de patients ? En fait, ce sont des données. Alors, on sait, puisque le piratage initial date désormais d'une semaine, donc l'hôpital est plus à même de comprendre le périmètre concerné. Il annonce à peu près 10% d'une base de stockage de données qui sont à la fois celles de patients, celles de collaborateurs de l'hôpital et également de partenaires, c'est-à-dire d'institutions qui sont amenées à interagir au quotidien avec l'établissement. Oui. Donc, on va parler de données de santé, de données administratives, par exemple, pour des procédures de CMU, éventuellement de placement en soins psychiatriques ou évidemment toute la composition des données personnelles qui sont présentes dans un dossier médical, également dans les résultats d'analyse médicale, de laboratoires d'analyse médicale qui sont présents, donc adresse, numéro de téléphone, email, numéro de sécurité sociale, disais-je, Oui. et donc effectivement toute une palette d'informations précises, à jour et qui ne peuvent pas être modifiés et donc qui ont d'autant plus de valeur aux yeux des pirates. Nicolas Arpagian, à partir du moment où finalement l'hôpital décide de ne pas céder à ce chantage, qu'est-ce que cherchent à travers la publication de ces données les hackers ? Alors, le pirate a plusieurs objectifs simultanément. Le premier, c'est la monétisation, espérait-il, même si, on le sait, les établissements publics répondent à la doctrine de l'État de ne pas payer les rançons. Donc, cette première voie de monétisation était extrêmement aléatoire, pour dire absolument improbable. Et donc, maintenant, il a aussi besoin de crédibiliser sa signature, en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsqu'il menace, il faut qu'il passe à exécution de manière à ce que même les victimes futures savent que si, en tout cas, elles doivent envisager le paiement de la rançon, en tout cas, vu de l'intérêt de l'attaquant, pour justement considérer le risque que pourrait représenter une publication ultérieure de leurs données. Oui, parce que les hackers ont mené cette opération contre l'hôpital de Corbeil, mais ils le font aussi sur beaucoup d'autres établissements, hôpitaux ou autres, quoi, actuellement. Oui, parce qu'on a effectivement désormais la possibilité d'analyser le logiciel malveillant utilisé, ce qui nous permet de catégoriser le type d'attaquant. Et on voit que effectivement le groupe Lockbit, qui a déjà été présent à l'échelle internationale, alors on voit effectivement qu'on le qualifie d'émanation de la zone d'influence russophone, sachant que c'est évidemment difficile de personnaliser plus avant l'identité de ses auteurs. Par contre, on voit bien que c'est un groupe criminel et donc il a besoin de crédibiliser sa menace, son mode opératoire, et c'est la raison pour laquelle la publication des données survient. On est juste une semaine après la première attaque et d'ailleurs c'est l'annonce et la date qu'il avait fixée pour concrétiser sa menace. Est-ce qu'ils peuvent faire ça également avec des banques, par exemple, ce qui serait peut-être plus problématique, quoi, encore, non ? Alors, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble des entités, des corps sociaux qui sont numérisés et interconnectés font l'objet de ce type de campagne de rançongiciel. C'est un des modes opératoires très appréciés des criminels. D'ailleurs, ils ne sont pas eux-mêmes forcément les concepteurs techniques des logiciels malveillants qu'ils utilisent, ils n'en sont que les exploitants. Et on a même constaté désormais des logiques un peu de franchisés, c'est-à-dire que vous avez un concepteur d'un outil malveillant qui va commercialiser ce logiciel et va toucher un pourcentage sur les actions qui vont être conduites par ces franchisés. Alors certains considèrent qu'il faut leur demander l'autorisation préalable de manière à éviter de s'attaquer à des établissements de santé. On voit bien que ce type de précaution est totalement aléatoire et ne peut pas constituer une protection à l'encontre des établissements de santé. Oui, merci beaucoup Nicolas Arpagian, donc spécialiste en cybersécurité, auteur de ce livre justement, La cybersécurité. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.